Romain Nicot, Emmanuel von Graffenried, bonjour et bienvenue dans B2B. Bonjour, merci de l'invitation. Avec plaisir. Deux invités, c'est un format spécial pour B2B parce que vous dirigez tous les deux une entreprise qui s'appelle BN Conseil, une société créée il y a 2 ans, active au sein du groupe immobilier Bernard Nicot. Alors, vous allez nous parler de votre activité, l'expertise immobilière, notamment environnementale. Avec vous, on va aussi parler de votre secteur, le marché de l'immobilier. Il y a plein de thèmes importants, la transition énergétique, la pénurie de logements ou encore, c'est tout récent, la fin de la valeur locative. Mais avant cela, portrait de nos deux invités pour mieux les connaître. Emmanuel, je commence avec vous. Bernard Nicot, c'est une grande personnalité de l'immobilier en Suisse. Vous travaillez maintenant dans son groupe. Dans des interviews, vous dites que BN Conseil, c'est un peu un état-major du groupe. Je suppose que c'est vous qui vous avez recruté. C'est lui qui vous a recruté, pardon. Alors, effectivement, c'est peut-être un petit clin d'œil à notre passé militaire, parce que j'ai été président des officiers universitaires, et puis c'est dans ce cadre-là que j'ai connu Bernard il y a pas mal d'années maintenant. En dehors du cadre immobilier. Totalement dehors du cadre immobilier. Et puis on est resté en contact au fil des années. Un jour, on s'appelait des fois pour prendre le café ou pour parler un petit peu de comment il aimait bien savoir un peu comment les jeunes, on voyait le marché immobilier, etc. Puis un jour, il m'a demandé de venir dans son bureau prendre un café. Et puis, il avait une idée derrière la tête. Et puis, c'était de monter BN Conseil avec nous. Donc oui, il y a cette petite notion d'état-major, c'est-à-dire que BN Conseil, c'est dans la holding du groupe, je dirais. On détaillera l'activité tout à l'heure, mais quand il vous a tendu un peu ce piège, venir prendre ce café avec cette idée derrière la tête, vous connaissiez Romain Nicot déjà ou pas encore? Non, pas encore à ce stade. Romain est venu un peu plus tard dans le process. Tout à fait exact. D'abord, ça a été un peu un concept qui est né de l'impulsion de Bernard, de comment répondre finalement à la transition énergétique et puis comment institutionnaliser un peu certains process qu'on avait au sein du groupe. Et d'où là, mon expérience peut-être de cabinet international était intéressant d'amener. On en parlera dans la partie entreprise. Je m'intéresse tout de suite à vous, Romain, mais encore une question, vous évoquiez l'armée, Emmanuel. Si j'ai bien lu votre CV, c'est inscrit que vous avez fait donc une belle carrière au sein de l'armée. Vous êtes officier, capitaine, commandant de compagnie d'état-major, c'est 200 hommes, c'est ça? Oui, 200, 250. Et vous avez participé notamment à l'organisation de la logistique de la patrouille des glaciers, cette grande course dans les Alpes romandes. Sur le plan professionnel, qu'est-ce que ça vous, à part d'avoir rencontré Bernard Nicot, qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir cette formation? Alors moi, j'ai trouvé l'armée, donc ex-milicien, on parle de carrière militaire, mais c'est toujours en parallèle d'une carrière professionnelle civile. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est on fait énormément de cours. L'armée investit dans nous, on fait des formations. Quel type de cours? Mais on fait des cours en management, en psychologie du commandement, en gestion du stress, gestion d'équipe. On apprend à fédérer, on apprend à leader, on apprend à soi-même, à se connaître, à se dépasser. En faisant une école d'officier, on fait une marche de 100 km en moins de 24 heures, on fait une semaine d'endurance. À 20 ans, j'avais 30 bonhommes à conduire qui avaient plein de problèmes, qui avaient leur problème d'être à l'armée, mais aussi qui apportaient leur bagage psychologique civil et tout ce qui va avec. Et tout ça, c'est extrêmement formateur. Et je pense qu'on apprend des méthodes, on apprend à rebondir aussi. Et ça peut totalement se transférer dans une activité professionnelle. Tout à fait. Romain Nicot, avec un nom comme le vôtre, on pourrait se dire c'est impossible d'échapper à l'immobilier, mais pourtant, oui, vous avez échappé, vous avez fait vraiment une carrière dans la finance à Londres. Je crois que vous y avez passé une dizaine d'années. Vous avez travaillé notamment pour Société Générale. Quel souvenir vous gardez de votre vie londonienne? Alors écoutez, c'est une expérience qui m'a formé. En fait, j'ai pris le parti de ne pas rejoindre l'entreprise familiale tout de suite. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il faut d'abord faire ses erreurs chez les autres. Donc si vous voulez, je pense qu'il est une approche assez sage. J'ai appris beaucoup de choses en Angleterre, notamment dans la banque anglo-saxonne. Tu as parlé de l'armée. Je pense que la banque, c'est au niveau économique l'équivalent de l'armée. C'est-à-dire que j'ai eu des boss qui étaient assez sévères, assez stricts, et je peux vous assurer que grâce à eux, je suis beaucoup plus à même de travailler dans l'entreprise familiale. Parce qu'au fait, on dit que mon père est quelqu'un de très dur, mais je peux vous assurer qu'il n'est pas plus dur que n'importe quel managing director dans une banque d'investissement.
10 ans à Londres, quand même, ça marque. J'imagine que quand on vient en Suisse, on a un peu un choc culturel. Qu'est-ce que la Suisse pourrait apprendre de la Grande-Bretagne? Alors écoutez, la Grande-Bretagne en ce moment ne va pas très bien. Elle allait mieux à mon époque et c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis venu en Suisse. Donc je ne sais pas si c'est plutôt... En 2018, c'était un peu après la décision du Brexit. C'est tout à fait exact, vous êtes très bien informé. Mais on va dire qu'à l'époque, l'Angleterre était un modèle libéral qui était et je pense que la Suisse a quand même 2-3 petites choses à apprendre de ce côté-là. Mais en ce moment, je ne pense pas que le modèle anglais soit vraiment très viable. D'accord. Donc vous aviez quand même, vous vous êtes dit, voilà, le Brexit est venu, ce pays va quand même tourner dans une direction qui est peut-être pas très positive. C'est le moment de rentrer en Suisse? Il n'y a pas que ça. En fait, il y a eu une conversation très importante avec mon père. On a discuté ensemble. Et suite à ça, j'ai décidé de rentrer. Il y a aussi le fait que je suis devenu papa, que j'ai un petit garçon qui s'appelle Justinien, dont je suis très fier. Et puis, il y a eu ça, et puis le Brexit a peut-être un tout petit peu contribué, mais c'est sûr que j'ai été très surpris du vote. Et quand vous rentrez, vous commencez un peu au bas de l'échelon, dans une petite régie, avant de revenir vraiment dans le groupe Bernard Arnault. C'était important pour vous de commencer vraiment par la base? Alors écoutez, on en revient à l'armée encore une fois. On ne peut pas commander sans avoir été simple troufion. Et je pense que mon père a raison. Je le remercie de m'avoir fait commencer au bas de l'échelle parce que I won my spurs, ça veut dire j'ai gagné mes éperons, comme on disait durant la guerre de 100 ans. Voilà. Et grâce à ça, on est aujourd'hui à la direction quelque chose qui est magnifique, qui s'appelle BN Conseil et qui est, à mon avis, plein d'avenir. Très bien, justement, c'est là le sujet de la partie entreprise. Que fait BN Conseil et l'avis de nos invités sur le marché de l'immobilier? Partie entreprise. BN Conseil, si j'ai bien compris, c'est d'abord de l'expertise immobilière, aussi expertise juridique, environnementale. Donc vous estimez la valeur des immeubles, vous allez regarder comment faire la transition énergétique pour ces biens. Est-ce que c'est avec des clients qui sont extérieurs au groupe Bernard Arnault ou bien déjà dans le groupe Bernard Arnault? Alors je vais peut-être juste remettre exactement qu'est-ce qu'est BN Conseil. Déjà, ce n'est pas une société qui a 2 ans, c'est une spin-off d'une société qu'on a 50 bientôt. Donc on est totalement intégré au sein du groupe Bernard Arnault. Le groupe Bernard Arnault, c'est une holding constituée de plein de sociétés. Et nous sommes la seule société du groupe qui a une mission transversale. Elle a une société juridique, un statut juridique propre ou elle est intégrée complètement? Elle est statut juridique propre, donc ça s'appelle Bernard Arnault Conseil SA, dont l'actionnariat est partagé entre le groupe et moi-même. D'accord. Voilà. 50-50? Oh non, ça c'est secret secret des dieux. Joker. Et donc, le rôle de BN Conseil, c'est d'être soit, on peut l'appeler en termes militaires, petit clin d'œil comme on l'a dit avant, un état-major, ou plutôt une boîte à outils à disposition des agences, donc des autres SA du groupe, du conseil d'administration et des clients des agences. Et le but, c'est d'apporter une réponse à un problème qui sont les nouvelles lois énergétiques qui viennent contraindre la valeur des immeubles. Et pour pouvoir répondre à cette problématique-là, on a 3 axes chez BN Conseil, 3 équipes d'environ 5 personnes à chaque fois. Une, conseil immobilier, dans laquelle il y a toute la partie conseil énergétique. Là, on s'occupe de faire du consulting. On est un bureau de conseil d'experts immobiliers, où on va pouvoir dire quelle est la valeur de votre immeuble, quel est son potentiel de développement, quelle est sa note énergétique, combien ça coûte de le mettre en conformité, et puis est-ce que si on fait ces travaux de mise en conformité et de développement, quelle est sa valeur de sortie? Et on pourra proposer des scénarios sur des actifs ou sur des parcs immobiliers à nos clients. Et suite à ça, le client, il peut choisir de mettre en œuvre cette stratégie, et là c'est notre deuxième équipe, pilotage et développement. On va avoir des mandats d'assistance à maîtrise d'ouvrage, soit dans la transformation, rénovation de parcs ou d'immeubles, ou dans des développements de terrains, parce qu'on a dans le portefeuille, il y avait des terrains, il y a des choses à développer, etc. On est des pilotes. Et la troisième partie, transactions immobilières, où là, en fait, on a vraiment une partie du portefeuille qui va être cédée pour consolider les immeubles qu'on va garder, et il va falloir mettre sur le marché des immeubles pour aller chercher la meilleure valeur et faire un processus en 2 phases, structuré, avec des investisseurs qualifiés et mettre en valeur l'immeuble en faisant un investment prospectus et le processus qui va avec. Donc l'entreprise a, vous dites, 50 ans d'historique, on va dire, avec le groupe, mais néanmoins, elle s'est formée en 2023.
Romain, c'était 2 personnes au début. J'ai cru lire que vous étiez une douzaine. Est-ce que c'est juste? Un petit peu plus même. Ouais, Hein, petite une quinzaine. Petite quinzaine. Une quinzaine. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes déjà dans les chiffres noirs? On se débrouille très bien, oui. Après 6 mois, en fait. Après 6 mois, on est mois. déjà passé du bon côté de la barrière. On avait un business plan où justement on devait être break-even en 3 ans. Et après 6 à 8 mois. Qu'est-ce qui a le plus tiré l'activité pour que vous soyez si rapidement à l'équilibre? Alors, je pense que c'est tout. Si vous voulez, Les 3 piliers? Les 3 piliers, exactement. Écoutez, c'est très simple. Prenons, il l'a très bien résumé, moi je vais juste vous donner un exemple concret. Vous êtes professeur de philosophie. Vous héritez tout à coup de 10 immeubles. Et puis vous entendez 2 sons de cloche. Chanceux, ce professeur. Oui, bon, on se comprend bien. Vous avez 10 immeubles et vos références sont Kierkegaard, Socrate, Camus et bien d'autres. Vous savez à peine ce que c'est qu'un rendement. Vous avez entendu parler du roi du bail, vous avez entendu parler des nouvelles lois sur l'énergie, et ça vous fait un peu peur. Et puis, d'un autre côté, on vous a dit que l'immobilier, c'est très lucratif. Donc, vous posez la question, est-ce que j'ai hérité du Pérou ou d'un cadeau empoisonné? Et bien, justement, vous venez chez BN Conseil, et à ce moment-là, on va d'abord analyser par la première prestation, qui est le consulting, votre parc, et ensuite, on va dire, OK, sur ces 10 immeubles, il y en a 7 qu'il faut garder, 3 il faut juste travailler l'état locatif, donc on est la porte d'entrée commerciale du groupe Bernard Nico pour la gérance dans ce genre de situation. 4 qu'il faut travailler avec une surélévation et une rénovation énergétique. Ça, on va piloter exactement, comme avait dit Emmanuel, le processus. Et puis finalement, 3 qu'il faut vendre. Et là, on fait un processus extrêmement structuré de transaction management pour faire la vente de façon extrêmement corporate. Et puis, pour répondre à la question, on a monté le business model surtout pour aider les privés, les family office ou ces gens qui n'étaient pas staffés en termes de professionnels. Et en réalité, on a remarqué que le marché a répondu à 50-50. On a eu énormément d'institutionnels qui, eux, sont plutôt nos clients acheteurs. Oui, j'avais lu dans une très bonne référence à la fois, de ce printemps que les clients institutionnels étaient dans vos clients. Mais ces clients institutionnels, c'est quoi? Des caisses de pension, des assureurs? Fonds immobiliers, caisses de pension, les deux. Il faut savoir que, comme tu le sais, je viens d'une vieille famille suisse qui a 750 ans d'histoire, puis qui a un groupe immobilier similaire à Suite Bernard, mais avec une partie multifamily office et banque sur Berne. Et puis en fait, on a des clients qui viennent de via ma famille, etc., qui ont des parcs en Suisse romande, qui se posent des questions. On a des clients aussi qui ne sont pas forcément bien servis avec des professionnels en Suisse romande. Et ça ouvre des autres dimensions. Et les institutionnels, pourtant, eux, les caisses de pension, elles n'ont pas déjà cette compétence en interne. Mais il y a quand même besoin de notre expertise qui est vraiment très spécifique. C'est-à-dire qu'on a local. D'ailleurs, nous, on a dans notre staff, on a des architectes, des experts immobiliers, des ingénieurs thermiques, des urbanistes, des gérants d'immeubles, tout. On a tout. On est capable de répondre à n'importe quel type de problème immobilier. D'où l'exemple du philosophe. Et on avait même considéré de l'appeler BN Solutions à l'époque, parce qu'on trouvait que justement, on est un service 360. L'idée, c'est qu'on s'appuie sur le groupe. C'est 300 collaborateurs, 11 agences. BN Conseil, on peut recevoir dans chacune des agences. Donc, on a à chaque fois l'expérience locale avec nos équipes du groupe, des courtiers qui connaissent bien le marché local. On a les gérants d'immeubles locaux qui savent exactement comment ça se passe. Donc, on a vraiment chaque fois la possibilité de travailler avec des équipes collaboratives pour répondre à des solutions, mais ça répond justement à des clients qui, des fois, ont 15 ou 20 ou 60 immeubles répartis le long du lac et qui ont besoin qu'on coordonne tout ça. Une quinzaine de personnes aujourd'hui, un chiffre d'affaires de quel ordre de grandeur? On est de plusieurs millions. Plusieurs millions. Et vous vous projetez comment, disons, dans 3 ans? Encore plus de millions. C'est ce qu'on veut faire. Et puis, rassurez-vous, on a tout le temps la pression qui vient d'en haut. Mais je pense qu'il est très content. Mais surtout du plaisir. Et c'est surtout la passion, de ne pas voir le temps passer et de se dire non de bœuf, c'est déjà la fin de la semaine. C'est vrai de la passion, il faut sans doute en avoir pour relever le défi de la transition énergétique. Le rythme, on sait que le rythme des rénovations est vraiment insuffisant pour atteindre l'objectif de la neutralité carbone 2050 fixé par la Confédération pour la Suisse. Selon vous, comment est-ce qu'on peut, Emmanuel, accélérer ce rythme des rénovations? Alors en tout cas, en mettant en œuvre, je dirais, beaucoup plus de collaboration entre les parties prenantes qui sont concernées par la rénovation énergétique. Donc si on repart au début, la rénovation énergétique, ou le but de 2050, c'est le principe que la Terre se réchauffe. Et donc c'est un problème collectif qui concerne le locataire, le propriétaire et l'État.
Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, on essaye toujours de faire porter ça aux propriétaires, la responsabilité, l'investissement, etc. Et en réalité... Mais ça sent bien aussi, c'est sa propriété. Oui, mais il y a quand même, on le voit, on a publié d'ailleurs une étude qui a été republiée par la GFI, que vous pouvez trouver sur le site en téléchargeant BN Conseil sur la GFI. Toutes nos conclusions sont établies dedans et on voit vraiment que la transition, elle est rentable sur le long terme. Il y a deux valeurs possibles, il y a le rendement sur travaux, il y a le rendement sur valeur de l'immeuble, donc elle est rentable sur le long terme, mais il faut avoir le cash liquide, ou ça en tout coûte cas combien disponible. une rénovation, un ordre de grandeur Ça dépend du type d'immeuble, mais c'est au bas mot, normalement, c'est l'ordre du million. Souvent. Après, il y a rénovation et rénovation. C'est toujours pareil. Il y a la rénovation énergétique, mais après, il y a d'autres travaux. Quand on a dit rénovation, on a tout dit et rien dit. Il y a travaux et travaux. Et énergétique, c'est quand même... C'est au bas mot 1 million. Pour des immeubles de Pour rendement. des immeubles de rendement. Attention, on parle pas, on ouais. parle pas de villa ou quoi que ce soit. Attention. Mais néanmoins, la question, comment l'accélérer? Donc, il faut que tout le monde se mette ensemble, il faut créer des incitations particulières. Eh bien, il faut continuer à créer des incitations qui créent un cadre favorable autant aux propriétaires qu'aux locataires. Le locataire, il est gagnant quand il y a une rénovation énergétique parce qu'il va payer finalement moins de charges, il aura moins d'électricité, moins de charges de chauffage. Donc, l'un dans l'autre. Parce que ce sera mieux isolé. Voilà, exactement. Un confort qui devrait être augmenté. Donc, il est gagnant sur certains aspects. Oui, il y a peut-être le loyer sera ajusté, mais entre la baisse de charges et son loyer, peut-être que lui, ce qui sort de son porte-monnaie va faire une faible différence. Ouais. Et donc, il faut aider après le propriétaire. Et là, il y a des façons de faire au niveau de l'État qui seraient soit des subventions, soit fiscalement. Vous êtes des libéraux, vous venez de Londres avec un esprit libéral, vous demandez des subventions, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'il faut aider. Il y a un certain prix à l'étrier ou une certaine initiative du coût du capital à mettre au début, qui n'est pas forcément Et puis simple. le cadre législatif est imposé, donc c'est normal qu'il y ait des subventions, parce qu'au fait, c'est une contrainte, donc c'est normal qu'on soit un petit peu aidé. S'il n'y avait pas de contrainte, il n'y aurait pas de subvention. Si vous voyez ce que ça n'a pas un intérêt, même sans contrainte, à rénover, parce que les bâtiments, ça coûte cher. On sait qu'il y a... Certes, mais après, si vous voulez, il y a certaines... comme je vous ai dit, il y a travaux et travaux. On pourrait, dans certains cas, si vous voulez, tomber du bon côté de la barrière, de façon plus simple, avec moins de coûts et de façon tout estimale, si les lois n'étaient pas aussi contraignantes. Et il y a un côté obscur de la force, comme dans toute chose, pour pas faire de référence. Le problème, c'est qu'il y a une telle saturation du marché aujourd'hui que c'est égal la qualité du bien qu'on a à mettre à disposition. On va avoir souvent la possibilité de remplir l'immeuble s'il est en ville et indépendamment que s'il est rénové, pas rénové, si la cuisine est refaite ou pas. Saturation du marché, ça veut dire que c'était le deuxième sujet que vous voulez aborder avec vous, c'est la pénurie, mais c'est ce que vous voulez dire. Que le bâtiment soit finalement bien ou mal entretenu, il sera plein parce qu'on manque de logements. Et là, ça vient un peu changer cette dynamique de l'offre et la demande ou bien de la concurrence finalement, où on pourrait, dans un marché un peu plus détendu, se dire que les locataires vont quitter le vieux pour aller vers du neuf. Alors, on a quand même ce phénomène qui se fait, du vieux qui est quitté en centre-ville parce que c'est trop cher. Puis, quand il y a des logements neufs en périphérie avec des loyers plus abordables, ils sont très vite remplis parce que les locataires se disent tiens, il y a un effet d'aubaine. On va avoir du meilleur, on va avoir une qualité supérieure pour des prix similaires. Ou, voilà. Donc, on a quand même ces immeubles qui se remplissent vite, mais par contre, les immeubles du centre-ville, c'est tellement recherché que finalement, ça se remplit aussi. Donc ça, c'est le côté, je dirais, plus difficile ou qui encourage moins le propriétaire à se dire, mais finalement, mon immeuble, c'est l'axiome de Caspar Fritz, le grand professeur économique, qui dit un immeuble vaut ce qu'il rapporte. Donc finalement, si l'immeuble continue à rapporter, pourquoi moi je devrais passer à la caisse? Je pense qu'un point qu'on n'a pas assez dit, oui, les subventions, c'est un volet, mais il y aurait l'autre volet qui est la partie fiscale. Et là, Genève a une longueur d'avance sur Vaud, avec certains allègements fiscaux qui sont possibles si on fait des bonnes performances énergétiques. Et ça, je pense que c'est un très bon point. Et c'est par ce genre de biais-là qu'on va inciter une belle transition énergétique. On l'a déjà évoqué, on peut en parler maintenant plus en détail, c'est la pénurie de logements. C'est vraiment un mal qui frappe toute la Suisse, mais aussi particulièrement la Suisse romande. Le diagnostic, il est à peu près reconnu par tout le monde, admis par tout le monde. Il n'y a pas assez de biens pour la quantité, la démographie actuelle. Et on ne construit de loin pas assez, c'est trop compliqué de construire. Romain Nicot, alors comment est-ce qu'on pourrait sortir de cette pénurie? Est-ce qu'il y a un moyen? Alors déjà, il faudrait construire. Ça pourrait aider. Ou surélever.
construire ou surélever. Et il faudrait pour ça simplifier les procédures parce qu'elles sont extrêmement complexes. Sur Vaud, c'est complexe. Sur Genève, c'est complexe. Quand on dit complexe pour vous, c'est... C'est que ça prend du temps. Il y a beaucoup Combien de de temps paperasse. Écoutez, obtenir un permis, c'est 2 ans. Une année à 2. S'il n'y a pas de recours, S'il n'y a pas de recours. complexité. Hein, Exact. Ça, c'est très important parce qu'après, tout le monde peut faire opposition, tout le monde peut faire recours. Alors, je comprends que les gens ne sont pas toujours... c'est not in my backyard. C'est ça le syndrome. Pas dans mon jardin. Ouais. Pas dans mon jardin. En gros, on est d'accord pour qu'on construise, mais on n'a pas le droit de faire des... on ne peut pas augmenter les loyers pour pouvoir couvrir notre marge, parce que les marges ne sont pas toujours énormes, à l'inverse de ce qu'on croit. Hein. C'était peut-être le cas dans le passé, mais ça n'est plus aujourd'hui. Les marges sont raisonnables. Je pense qu'il faudrait simplifier les procédures, laisser les promoteurs faire leur travail, et puis surtout, je pense qu'il faut réfléchir avant 2 fois avant de faire une opposition. Et l'État devrait plus soutenir le développeur, qui est quand même un métier qui demande une prise de risque, une prise entrepreneuriale. Et je pense qu'on devrait inciter au développement en aidant, en accompagnant, plutôt qu'en étant toujours, en prenant une position plutôt freinante. Hein. Nous, on a un chantier ici sur Genève, une très belle transformation proche de la gare, où on transforme des bureaux en logements, donc on vient apporter du logement. Et puis, en fait, on a une situation avec un locataire, un commercial, qui bloque maintenant, en fait, le chantier, qui était pourtant un chantier qui était ficelé, qui était en chantier. Et là... Et ça bloque parce que c'est trop difficile de convertir des bureaux en logements? Non, du tout. Le projet est fait, on a tous les techniciens pour. Ça bloque uniquement parce qu'on s'en mêle dans des procédures. Il y a des velléités, je pense, à vouloir aller chercher de l'argent, des compensations, des choses comme ça. Et puis, au lieu d'avoir un État qui est fort, qui dit on a besoin de logements, on vient soutenir, etc., eh bien, on s'en mêle dans des procédures. On ne crée pas les conditions cadres pour vraiment encourager le développement de on crée des pelotes de laine où on ne sait plus par où aller. Voilà. Et à propos de conditions cadres, on va terminer par ce dernier sujet, c'est la fin de la valeur locative. Donc, rappelons que c'est une valeur fictive, un loyer fictif que touche aux yeux du fisc un propriétaire qui vit dans son bien. Donc le peuple a voté. Ce sera à la fin de cette valeur locative. Romain, vous en attendez quel type de changement? L'expert, c'est vraiment. Alors l'expert, c'est vraiment Emmanuel. Alors, parce qu'il a fait des conférences dessus. Quelles conséquences on peut attendre? Mais je trouve ça regrettable. Ça, c'est mon point de vue, mais il va développer. Bon, alors déjà, on peut voir encore une fois mon utilité de cette passerelle culturelle entre la Suisse allemande et la Suisse romande. Vous étiez pour vous. Parce que finalement, toute la Suisse allemande du milieu. Votre famille a voté pour. Il semblerait-il, mais moi, j'ai plutôt prôné le non. Et les professionnels de l'immobilier en Suisse romande en étaient contre. Il y avait un grand rejet de rabat. Il y a une grande différence déjà de l'état du parc immobilier en Suisse allemande et en Suisse romande. Hein, donc c'est totalement différent. Et puis, les conséquences, ça va être quoi? Les conséquences, le problème, elles sont qu'on a voté des grands principes fiscaux qui sont la fin des déductions. Et maintenant, on attend de voir comment ils vont être appliqués. Et le problème, c'est que dans l'application, c'est très flou. Il y a une grande liberté qui est donnée au canton. Le canton peut décider ou pas de continuer à donner certaines incitations, même maximum jusqu'à 2050 en ce qui concerne de l'énergie. Et puis, comment est-ce qu'on va aller rechercher? Alors aujourd'hui, tant qu'on est dans des taux d'intérêt qui sont en dessous du taux d'intérêt moyen, en dessous du 2,80, semblerait-il que c'est une perte fiscale pour l'État. Donc, qui dit perte fiscale, l'État ne perd jamais. C'est comme les casinos. Donc finalement, ils vont aller les rechercher. Et là, il y a certains juristes qui disent, par extension du mécanisme, on va peut-être voir naître de nouvelles taxes qui, elles, toucheraient tout le monde, même l'immobilier de rendement, même les fonds immobiliers. Donc on verra à la fin de la période d'application. Mais il n'y a pas très longtemps, on recevait à votre place Jean-Jacques Morard, qui dirige la régie de Rennes. Je suis sûr que vous le connaissez. Lui, il disait, mais dans quelques années, on aura oublié cette votation parce qu'on a tellement plus de problèmes, d'autres problèmes, dont la pénurie, que cette valeur locative, ce n'est pas si grave. On trouvera peut-être une solution à voir. On est quand même un pays pragmatique, on espère. Donc on verra, mais ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, un truc qui est sûr, c'est qu'on a déjà senti le coup de feu des rénovations. Oui, déjà. Dès le lundi, tout à fait. Dès le lundi suivant le dimanche de votation, on a 3 projets, on a reçu le contrat par email. Voilà le contrat qu'on discutait depuis 18 mois. On veut le faire vite. Pour profiter encore des profiter, parce que, exact. effectivement, des immeubles qui seraient détenus en direct pourraient être considérés dans ces pertes de déduction pour la partie fédérale. Donc, il y a un intérêt à s'engager rapidement dans les travaux.
D'ailleurs, chez BN Conseil, on a développé une boussole stratégique qui permet aux propriétaires d'anticiper ça et puis de faire le point sur son immeuble et quelle stratégie prendre. On a pas mal de clients qui maintenant veulent passer en faisant des rulings, en transférant en fait l'immeuble de la fortune privée à une fortune commerciale dans une société immobilière qui semblerait plus avantageuse, surtout sur le canton de Vaud. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre, exactement. Et avant de vous faire passer le questionnaire de Proust, une dernière question. Aujourd'hui, vous êtes tous les deux à la tête de BN Conseil. Ouais. Un jour, à la tête tous les deux du groupe Bernard Nicot, c'est possible? Alors, en ce qui me concerne, si vous voulez, moi, je suis un travailleur et je pense à aujourd'hui et à demain. Mais je suis prêt. C'est tout. Après, c'est à mon père de décider. C'est lui qui a fondé cette entreprise. C'est lui qui décide. On verra là aussi. Merci beaucoup à tous les deux. Le questionnaire de Proust arrive maintenant. Si vous n'étiez pas vous-même, qui aimeriez-vous être? Clint Eastwood. Un aventurier, je pense, comme Mike Horn, pour, je pense, le goût encore plus prononcé de l'aventure et du risque, et puis être un peu plus téméraire parfois. Quel est votre principal défaut? Je me donne trop de mal. Où je pense que je suis parfois un peu trop exigeant et aussi avec moi-même.